Arthur, c'est pas Versailles ici. Vous avez déjà tous entendu cette expression « c'est pas Versailles ici ». Eh bien aujourd'hui, on ne va pas parler de Versailles, mais on va parler d'électricité et on va parler de l'énergie des systèmes électriques. Dans ce chapitre, nous allons donc commencer par revoir certaines lois de l'électricité que vous avez rencontrées au collège et encore en seconde. Puis ensuite, nous reviendrons sur la notion de courant électrique. Qu'est-ce que c'est au juste que le courant électrique? À quoi est-ce qu'il est dû? Nous allons voir ensuite comment est-ce qu'on fabrique une source de tension continue, qu'est-ce que ça veut dire au juste, qu'est-ce qu'il existe comme source de tension, et ensuite nous finirons par parler de puissance électrique, d'énergie électrique et une notion de rendement électrique. Avant de commencer réellement ce chapitre, nous allons en premier revoir les notions que vous avez déjà rencontrées. Pour cela, on va regarder les 4 documents qui suivent et vous allez mettre en pause le temps de compléter les différentes questions que nous reprendrons ensuite ensemble. Ces documents vous présentent le principe du sèche-cheveux, vous indiquent dans un deuxième document ce qu'on appelle la loi d'Ohm. Le document 3 vous parle de puissance et d'énergie d'un sèche-cheveux et le document 4 d'un lisseur à cheveux. Je vous laisse parcourir attentivement ces documents et répondre aux différentes questions. À la première question, comment se branche un ampèremètre et un voltmètre dans le circuit électrique? Nous pouvons répondre en regardant le document 2 qui se trouve là. On voit que l'ampèremètre se trouve dans le circuit électrique, alors que le voltmètre semble rajouter par-dessus le circuit électrique. On dit donc que l'ampèremètre est branché en série, alors que le voltmètre est branché en dérivation par rapport. Vous repérez également que sur ce schéma, vous avez 2 bornes pour chacun des éléments de mesure. Donc pour l'ampèremètre, la borne A, la borne COM. Pour le voltmètre, la borne V et la borne COM. Nous aurons toujours, et on le reverra, le courant électrique qui va partir du plus, qui va circuler dans le fil électrique et qui va rentrer par la borne A et qui va traverser l'ampèremètre. Alors que dans le cas du voltmètre, le courant électrique ne traverse pas le voltmètre, il va traverser le conducteur ohmique qui se situe ici. Le voltmètre prend juste une mesure ici et ici, une mesure de ce qu'on appelle le potentiel électrique. Et en faisant la différence de ces 2 valeurs de potentiel électrique, on obtient ce qu'on appelle la tension électrique. La question numéro 2 nous demande qu'est-ce qui nous permet d'écrire que la tension aux bornes du conducteur ohmique et l'intensité qui le traverse sont de grandeur proportionnelle. Eh bien, tout simplement, il s'agit du graphe qui se trouve ici qui nous donne la réponse. On voit qu'on a une droite passant par l'origine qui relie donc la grandeur de la tension qui est en ordonnée à l'intensité du courant qui est en abscisse. Cela signifie donc que ce sont 2 grandeurs qui sont proportionnelles entre elles. La question numéro 3 nous demande de comparer le rapport U sur I à la résistance grand R du conducteur ohmique. Pour calculer le rapport U sur I, nous allons nous resservir du graphe qui se trouve ici. On a dit précédemment qu'on avait une fonction linéaire qui allait relier U et I, ce qui montrait bien que U était proportionnel à I. Le rapport U sur I va donc représenter la constante de proportionnalité, c'est-à-dire le coefficient directeur de la droite qui se trouve là. Pour calculer le coefficient directeur d'une droite, on prend 2 points sur la droite. Par exemple, le point A qui se trouve ici et le point B qui se trouve à ce niveau-là. Donc, le coefficient directeur de cette droite va être égal au rapport de YA moins YB par XA moins XB. Et on peut le calculer, ce qui va nous donner donc 5 moins 0 divisé par 0,025 moins 0. Quand on effectue le calcul, on trouve 200. Ce qui signifie que U sur I est égal à 200. On remarque que la valeur de la résistance est également égale à 200 ohms,
C'est noté à ce niveau-là sur le schéma. Cette constatation va nous amener à répondre dans la question 4, à écrire ce que l'on appelle la loi d'Ohm, c'est-à-dire la relation. La loi d'Ohm nous indique, d'après ce que l'on vient de voir, que U sur I est égal à grand R, ce que l'on note plus souvent, U est égal à R multiplié par I. Avec U, la tension aux bornes du conducteur ohmique en volts, R, la résistance du conducteur ohmique en ohm, que l'on note par le signe oméga de l'alphabet grec, I, l'intensité du courant qui va traverser le conducteur ohmique étant notée en ampères. La question 5 nous parle maintenant d'énergie, c'est-à-dire que l'on va regarder le document 3 qui nous parle de la puissance et de l'énergie d'un sèche-cheveux. Dans ce tableau, vous avez donc l'énergie qui va être consommée par le sèche-cheveux pour différentes durées d'utilisation qui sont notées en heures. On vous demande dans la question 5 de montrer que l'énergie E, qui s'exprime en kWh, est bien proportionnelle à la durée de fonctionnement ΔT. Alors, on peut déjà le voir par rapport à l'unité. On voit qu'on a des kilowatts fois des heures. Et ici, on a des heures. Donc, on voit bien que l'unité heure, elle y est 2 fois et que là, on a une multiplication. On peut donc bien penser que l'énergie est proportionnelle au temps. Par contre, pour le démontrer, eh bien, 2 possibilités. Soit on fait un graphique de la même manière que celui-ci, en représentant E en fonction de ΔT, et on obtient alors une droite qui passe par l'origine. Ou bien, pour chacune des valeurs du tableau, on va calculer le rapport E sur ΔT. Et à ce moment-là, eh bien, on va toujours trouver le même nombre. Attention aux unités de ce rapport. En prenant E, on va prendre des watts-heure, puisque kilo étant juste un préfixe qui veut dire 1000. Et pour le ΔT, on va le laisser en heures. On trouve 1300. Et ce sont des watts, puisque des watts-heures divisés par des heures, eh bien, il reste uniquement des watts. Ce qui va nous amener à écrire dans la question 6 la relation entre E, ΔT et P, puisque nous voyons, en regardant attentivement le document 3, que 1300 watts, ça correspond eh bien, à la puissance. On aura donc E divisé par ΔT, qui est égal à P, que l'on note le plus souvent sous la forme E est égal à P multiplié par ΔT. Dans cette relation, on va avoir dans les unités légales E qui s'exprime en joules, P qui va s'exprimer en watts et T qui va s'exprimer en secondes. On peut utiliser également d'autres unités usuelles. On pourra avoir ΔT comme nous l'avons vu en heures, P en watts et donc E qui va être des watts-heures. Watts multipliés par des heures. Attention, pas des watts par heure, c'est des watts-heures. Utilisons maintenant cette relation pour répondre à la question 7. Dans cette question 7, on vous dit donc que l'on utilise le sèche-cheveux pendant 3 minutes et on vous demande de combien de temps le lisseur à cheveux va consommer la même énergie. Donc pour cela, eh bien déjà calculons l'énergie consommée par le sèche-cheveux en 3 minutes. Donc pour cela, on utilise la formule que nous venons de voir. Attention à mettre ΔT en secondes. On trouve 234 fois 10 puissance 3 joules puisqu'on a exprimé le temps en secondes et la puissance en watts. Nous savons maintenant que l'énergie consommée par le lisseur va être la même que celle du sèche-cheveux. Mais l'énergie du lisseur, c'est le produit de la puissance du lisseur multiplié par la durée d'utilisation du lisseur. On va donc en déduire que la durée d'utilisation du lisseur, c'est le rapport de l'énergie par la puissance, c'est-à-dire 340 fois 10 puissance 3 divisé par 1000, puisque la puissance de notre lisseur à cheveux, c'est 1000 watts. On trouve donc 434 secondes, ce qui nous fait quasiment 4 minutes.
Dans l'activité précédente, nous avons parlé d'intensité du courant électrique. Nous allons revenir maintenant sur cette notion de courant électrique. Alors déjà, on parle de courant électrique continu cette année. Un courant électrique continu, c'est un courant qui est constant dans le temps. Ce courant électrique va être défini par le mouvement d'ensemble, c'est-à-dire qu'ils bougent tous ensemble, de ce qu'on appelle des porteurs de charge. On reviendra sur ce que vont être ces porteurs de charge. À l'échelle macroscopique, c'est-à-dire de l'extérieur, quand on regarde l'ensemble de ce qui se passe, le courant électrique, on a choisi par convention de dire qu'il se déplace de la borne positive vers la borne négative à l'extérieur du générateur. Mais regardons maintenant un peu plus de manière détaillée ces fameux porteurs de charge. Sur ce schéma, nous voyons une pile ici, une ampoule et une plaque métallique qui se trouve à ce niveau-là. Pour le moment, le circuit n'est pas fermé. Vous voyez que le fil ici n'est pas relié à la plaque métallique et la pince n'est pas non plus reliée à la pile. On a représenté ici les électrons. Ces électrons, eh bien, tout simplement, ce sont des électrons un peu particuliers puisque ce sont des électrons libres. Ici, nous avons une plaque métallique. La plaque métallique est constituée d'atomes de métal qui sont rangés les uns à côté des autres. Et ces atomes de métal, donc comme tous les atomes, sont constitués d'un noyau et sont entourés d'électrons. Et certains de ces électrons, eh bien, sont assez éloignés du centre du noyau. Ils vont donc être faiblement retenus, ils vont pouvoir se déplacer. On parle d'électrons libres. Donc regardons le mouvement de ces électrons libres avant que l'on relie cette plaque au courant électrique. Donc on voit que les électrons libres se déplacent dans toutes les directions. Ce mouvement est tout simplement lié à l'agitation de tous les éléments, de tous les atomes, de toutes les molécules que l'on appelle le mouvement brownien. Relions maintenant la pince crocodile à la pile et la plaque métallique au reste du circuit. On observe quand on relie l'ensemble que maintenant les électrons vont avoir un mouvement. Mais ce mouvement, contrairement à tout à l'heure, est un mouvement ordonné. Vous voyez les électrons qui s'agitent mais se déplacent tous vers la droite. Alors, si on regarde attentivement le schéma, on voit que là, on a la borne positive de la pile. Le courant électrique, nous l'avons dit précédemment, il est fléché toujours vers l'extérieur du générateur, de la borne plus vers la borne moins. Les électrons, eux, nous avons bien vu qu'ils se déplaçaient dans ce sens-là, ce qui signifie que les électrons vont se déplacer dans le sens opposé du courant électrique. Les électrons, eux, vont partir du pôle moins pour rejoindre le pôle positif. Ce qui est normal puisque les électrons portent une charge négative. S'ils portent une charge négative, ils vont être créés en fait par la borne moins et envoyés dans le circuit électrique pour rejoindre la borne plus. La pile va jouer un peu le rôle d'une pompe à électrons qui les force à circuler dans le circuit électrique. Dans un métal, les porteurs de charge seront donc les électrons libres. Maintenant, regardons ce qui se passe quand on va envoyer du courant électrique dans une solution. On utilise le même dispositif que précédemment, c'est-à-dire une pile, des fils électriques, une lampe, sauf que cette fois-ci, on a mis aux extrémités de chaque fil des électrodes. Celle qui est reliée au pôle moins de la pile s'appelle la cathode, celle qui est reliée au pôle plus va s'appeler l'anode, et on branche le tout à la pile, c'est-à-dire qu'on va faire circuler un courant électrique ou essayer de faire circuler un courant électrique dans cette solution. La première solution que l'on a mis ici est la solution de chlorure de sodium. Donc, cette solution de chlorure de sodium, nous voyons ici un dégagement gazeux qui montre qu'il y a une réaction chimique qui va s'effectuer. Si on regarde le mouvement
des ions qui se trouvent à l'intérieur de cette solution, puisque c'est une solution aqueuse de chlorure de sodium. Donc on constate que les ions violets Na+, se déplacent vers la droite, alors que les ions chlorure Cl-, eux, se déplacent vers la gauche. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien tout simplement, les ions Na+, sont des cations. Ils vont se déplacer vers la cathode, c'est assez logique, vous voyez cation, cathode, qui est reliée au pôle moins. Les ions positifs sont attirés vers le pôle négatif. Inversement, les ions chlorure se déplacent vers l'anode. Les ions chlorure sont des anions. Ils sont attirés vers l'anode qui est reliés au pôle positif. Dans le fil électrique, les porteurs de charge qui permettaient le déplacement et la circulation du courant électrique, c'était des électrons. Par contre, ceux qui se déplacent dans la solution, ce ne sont pas des électrons, ce sont des ions. Ce sont eux qui vont être les porteurs de charge dans la solution. La solution de chlorure de sodium permet donc de conduire le courant électrique. Changeons maintenant de solution et prenons une solution de sucre qui contient des molécules de saccharose. Vous voyez que ces molécules de saccharose ne se déplacent pas. Ce sont des molécules, elles sont neutres. Elles ne vont donc pas pouvoir être attirées par la cathode ou par l'anode. Elles ne se déplacent pas. S'il n'y a pas de déplacement, eh bien il n'y a pas de courant électrique. Vous voyez d'ailleurs que l'ampèremètre nous indique 0 ampère. Donc seules les solutions ioniques vont conduire le courant électrique, les solutions moléculaires ne vont pas le conduire. Nous venons donc de voir que les porteurs de charge sont les électrons libres chargés négativement dans les métaux et les ions chargés positivement ou négativement dans les liquides. L'intensité du courant électrique se notera grand I, elle se mesure à l'aide d'un ampèremètre qui est monté en série dans le circuit. Elle s'exprime en ampères, donc le symbole est grand A. Sur le schéma, on va donc ici repérer notre ampèremètre à ce niveau-là. On repère le courant électrique I à ce niveau-là qui part bien de la borne positive qui circule à l'extérieur du générateur jusqu'à la borne négative en traversant tous les éléments du circuit et dans le sens opposé du sens conventionnel du courant électrique, eh bien, on trouve le mouvement des porteurs de charge qui sont les électrons. L'ampèremètre, nous avons vu, est placé en série dans le circuit. Pourquoi il doit être placé en série? Eh bien, tout simplement parce qu'il va compter les électrons libres. Vous voyez sur ce schéma, on a représenté un fil de cuivre. Donc, sur ce fil de cuivre, vous avez les atomes de cuivre et vous avez des électrons libres qui vont être aux alentours des atomes de cuivre. Il n'y en a bien évidemment pas qu'un électron par atome, mais il n'y en a qu'un seul qui est libre. Et ces électrons libres vont se déplacer le long du fil de cuivre dans un mouvement d'ensemble. L'ampèremètre, c'est comme s'il était au milieu du fil de cuivre. Et bien tout simplement, il va compter les électrons libres qui le traversent par unité de temps. À l'échelle microscopique, l'intensité du courant électrique peut être interprétée comme le débit de charge électrique, c'est-à-dire la quantité de charge qui va traverser la section S. La section, c'est comme si on découpait la surface par unité de temps. On va donc pouvoir écrire que I est égal à Q divisé par delta T, c'est-à-dire que la quantité de charge qui va passer dans la section en coulombs divisé par la durée delta T qui s'exprime en secondes. Chaque électron possède une charge qui est égale à moins E, la charge élémentaire, vous savez, moins 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Les quantités de charge qui vont traverser la section vont donc être égales au nombre d'électrons multiplié par la charge d'un électron. Après avoir parlé d'intensité du courant électrique, nous allons maintenant parler des sources de tension continue. Pour qu'il y ait un courant électrique, vous avez bien vu qu'il doit y avoir une pile ou un générateur. Nous avons dit que ça jouait le rôle d'une sorte de pompe à électrons. C'est ce qu'on appelle une source de tension. Les sources de tension peuvent être très variées. Cela peut être des piles, comme celles qui sont ici, que l'on utilise très couramment,
ou encore des piles qu'on appelle des piles citrons, faites à partir de citrons dans lesquels on a planté des électrodes métalliques. Et vous voyez que ça nous a permis d'éclairer une petite lumière. Toutes ces piles sont ce qu'on appelle des sources de tension continue. Il existe deux types de sources de tension continue, des sources idéales et des sources réelles. Quand vous achetez une pile, une source de tension, vous achetez une pile 1,5 volts ou une pile de 9 volts. Cette indication correspond en réalité à la tension aux bornes de la pile, c'est-à-dire aux bornes de la source de tension. Cette tension sera notée la tension UPN. P tout simplement positif et N négative. Ça veut dire qu'entre les bornes positives et négatives, il y a 1,5 volts ou 9 volts. Cette source de tension, quand on a une source idéale, eh bien on a une source de tension qui va rester constante. C'est-à-dire que quel que soit ce qu'on branche à la pile, eh bien elle va continuer à délivrer, à avoir à ses bornes la même tension électrique, c'est-à-dire 1,5 ou 9 volts. On peut donc représenter la tension électrique en fonction de l'intensité comme étant une grandeur qui est constante en fonction du temps. On va donc avoir une droite. Cette droite a pour ordonnée à l'origine le point qu'on appelle grand E. Ce point grand E s'appelle la force électromotrice qu'on note FEM du générateur. Cette force électromotrice s'exprime en volts puisque c'est l'ordonnée à l'origine qui est en volts. L'équation de cette droite sera donc UPN est égal à grand E. On va schématiser notre source de tension continue sous la forme suivante. Un générateur qui a une borne positive qui délivre une tension électrique UPN qui est égale à grand E. À la borne positive de ce générateur sort un courant électrique d'intensité grand I. Mais la plupart du temps, les sources de tension que l'on utilise sont des sources réelles, c'est-à-dire qu'un générateur, une pile, un accumulateur est une source réelle de tension continue, ce qui veut dire tout simplement que la tension UPN à ces bornes ne va pas rester constante, elle va dépendre de l'intensité du courant qui va être débité. On va avoir maintenant une caractéristique qui n'est non plus une constante, mais qui est une droite décroissante. Vous repérez à nouveau l'ordonnée à l'origine grand E, c'est la même que précédemment, sauf qu'il y a une perte d'énergie électrique. Cette perte d'énergie électrique est tout simplement due au fait que notre générateur maintenant contient une résistance interne. Et c'est ça qui va induire des pertes. Un générateur va donc être considéré comme étant une pile avec une force électromotrice grand E et une résistance interne petit r, ce qu'on peut schématiser également sous la forme d'une source de tension idéale associée à un conducteur ohmique de résistance petit r. À ce moment-là, la caractéristique va avoir une équation qui va être UPN qui est égale à E moins petit ri, E étant l'ordonnée à l'origine, petit r étant le coefficient directeur de la droite et moins tout simplement puisqu'on a quelque chose de décroissant. On va avoir toujours le même E qui est la force électromotrice du générateur en volts. La résistance interne va se noter en ohm comme tous les conducteurs ohmiques, comme toutes les résistances, et l'intensité va se noter en ampères. Cette vidéo est maintenant finie pour aujourd'hui. Vous allez pouvoir passer aux exercices d'application sur cette première partie de la leçon. Nous nous retrouvons très bientôt pour la suite de la leçon où nous parlerons de puissance et d'énergie.